Alors merci beaucoup à toi Martine et à toi Thierry pour ce mot d'accueil. C'est un grand plaisir pour moi-même qui ne vous ai pas vu pour la plupart d'entre vous depuis pas mal de temps avec notre vie un peu entre parenthèses. Et puis vous découvrez auprès de moi Paul Froment. Et nous sommes ici parce que finalement nos intérêts se sont croisés un peu avant l'horrible période de la pandémie, il y a déjà un petit moment. Quand toi tu étais en stage scientifique d'élève conservateur à l'Institut national du patrimoine auprès de Thierry et de l'équipe de conservation du Musée national de la Renaissance, et que moi j'achevais à peu près le récollement des collections du musée de Cluny, et nos intérêts se sont trouvés conjoints sur l'origine du musée, d'où l'idée, et d'où notre présence ce soir, après une bien longue attente de confinement en confinement. Alors, nous voudrions très modestement, pour commencer, dédier notre présentation ce soir à Jean-Christophe Tontat, qui nous a quittés au début de ce mois d'octobre, et qui depuis 20 ans était l'interlocuteur de tous, votre interlocuteur sans doute pour nombre d'entre vous, en tant que chef de notre bibliothèque et de notre centre de documentation du musée de Cluny. Il était un fin spécialiste de l'histoire de ce musée qu'il aimait de manière totale, et il lui portait un immense attachement, et aujourd'hui la maison est un peu vide sans lui, et nous voulions avoir une pensée pour commencer pour lui. Alors, cette conférence, elle nous a semblé poser en ce moment précis du musée de Cluny en plein chantier, comme un moment pour vous de redécouverte par le biais de ses origines. Il nous a semblé donc, à tous deux, pouvoir être éclairant de partager avec vous ce soir la façon dont ce musée sera à bien des égards le descendant direct, évidemment, des collections premières de l'institution, et pourtant différent dans son utilisation des espaces de l'hôtel de Cluny et des thermes de Lutèce, différent également par certains aspects que nous allons vous mettre en évidence dans la philosophie même du récit recherché au travers d'une collection. Cette étape du XXIe siècle représente, à ce titre-là, un changement assez radical par rapport au premier musée de Cluny qui fut ouvert en mars 1844, mais ce n'est pas une révolution subite et récente. C'est le fruit d'orientations successives de la part des conservateurs du musée. Ces évolutions, cependant, sont toujours restées fidèles à la toute première intention, qui est celle d'Alexandre, portée ensuite comme premier conservateur par son fils Edmond, qui est celle d'un ajustement du contenu, une collection et des œuvres qu'on expose, avec un contenant, en l'occurrence l'hôtel de Cluny, logique qui fut parachevée d'une certaine manière par la transformation en musée national de la Renaissance du château d'Écouen en 1978 par Alain Erland Brandenburg, qui prolonge et cristallise le geste à l'endroit de la partie Renaissance de la collection. Pour vous introduire à notre histoire, à cette histoire, il nous est agréable ce soir donc de partager avec vous un premier regard sur l'origine du musée, depuis donc sa constitution par Alexandre, avec une collection qu'il constitue au premier tiers du XIXe siècle. Et ce petit voyage aux origines de cette affaire de famille va nous mener jusqu'à la fin du XIXe siècle, pratiquement jusqu'au 6 février 1885, date de la mort d'Edmond du Sommerard, son fils, après qu'il ait été pendant plus de 40 ans le premier conservateur du musée de Cluny. Hop, tu peux revenir s'il te plaît. Ah, on va faire un duo là de choc. Je suis nerveuse, hein. Il y a beaucoup de lumière, je trouve. J'espère que vous voyez correctement. Ça va? Alors, il vous sera difficile, à vous, visiteurs du futur musée de Cluny, d'appréhender la silhouette du premier musée privé d'Alexandre, mais aussi même celle de son ouverture de mars 1844, et même du musée tel qu'Edmond le laissa donc en 1885 à sa mort, à son successeur Alfred Darcel. Nous avons préparé tout un tas de camemberts pour vous ce soir, et si vous regardez celui de gauche, correspond... Alors, évidemment, c'est pas la même collection aussi par rapport au nombre, j'aurais dû commencer par là, mais je parle de l'équilibre entre les collections, nous y viendrons plus tard, et là je parle de la localisation même de ces premières collections qui nous intéressent ce soir. Les camemberts que vous voyez vous montrent un certain nombre de localisations. À gauche, des œuvres collectionnées par Alexandre. Vous voyez, c'est en couleur rouge que la majorité se trouve aujourd'hui au Musée national de la Renaissance, à commencer par le premier cabinet, porté à l'inventaire en tout premier lieu par Edmond du Sommerard lorsqu'il dresse l'inventaire du nouveau musée, qui est le Cluny 1, devenu ECL1 ou ECL 1, je ne sais pas comment vous dites, je n'ai jamais pensé, ECL1. En dehors des œuvres médiévales restées à Cluny, mais aussi de la Renaissance, jusqu'à ce qu'elles soient transférées à Écouen dans les années 70, de nombreux dépôts ont été concédés, toujours par les successeurs d'Edmond du Sommerard. C'est une première manière de vous
introduire dans le fait que le musée de 1885 n'existe plus d'une certaine façon, puisque alors qu'il était très encyclopédique, allant du paléolithique jusqu'à un art contemporain, pour Edmond du Sommerard, pourrait-on dire, nous avons un musée qui se recentre au gré des mandats successifs des conservateurs dans une logique du Moyen-Âge et de la Renaissance, jusque donc dans les années 70. Je vous ai mis ici, pour agrémenter et illustrer le propos, quelques œuvres qui sont des œuvres déposées. Alors moi, je ne vois pas l'écran, je suis trop loin, mais je pense que vous voyez à peu près les lieux de dépôt. Je vous ai mis quelques œuvres pour vous illustrer la logique de ces dépôts. Elle est portée de façon préférentielle à partir d'Alfred Darcel, le premier successeur d'Edmond, et puis puissamment aussi par Edmond Haraucourt, il y a Alfred Darcel, Edmond Saliot et Edmond Haraucourt qui a un long mandat, qui sont les trois principaux conservateurs qui font des dépôts à l'extérieur. Et lorsque je vous dis que la collection allait dans un spectre très large chronologique, j'en veux pour preuve l'un des plus anciens objets qui ait été conservé et acheté par Edmond du Sommerard en 1853. On le lui a acheté gracieusement parce qu'on lui a donné, un certain Charles Joly le terme, l'inventeur, je pense, d'un petit ensemble archéologique dans le Maine-et-Loire, à Gênes, et qui comporte un des os gravés, aujourd'hui très prestigieux, du musée d'archéologie nationale, mais qui est bien un dépôt du musée de Cluny. Ce dépôt, il est important pour notre histoire de départ des œuvres à l'extérieur, parce qu'il est effectué en 1887 par Alfred Darcel, et c'est un des tout premiers départs de la collection. Alfred Darcel se sépare à ce moment-là de ce qu'il estime être trop ancien pour le musée de Cluny, et il y inclut même jusqu'à des œuvres mérovingiennes, qui aujourd'hui pourraient se trouver de façon tout aussi logique au musée national du Moyen-Âge. Je vous ai mis aussi en illustration, mais comme un exemple parmi beaucoup d'autres, en témoignent les statistiques que vous voyez, des œuvres postérieures, elles, à la Renaissance, comme par exemple ce sabre turc qui faisait partie du militaria d'Alexandre et qui a été déposé en 1911 par Haraucourt aux Invalides et qui est aujourd'hui par un sous-dépôt au Quai Branly. Ces dépôts, qui peuvent être parfois portés jusqu'à récemment, sont aussi parfois des œuvres absolument exceptionnelles des institutions dépositaires. Par exemple, ici, j'ai mis deux petites images. Un chou que vous avez peut-être vu si vous êtes allé voir l'exposition à table à Sèvres récemment, en faïence, de Strasbourg, si ma mémoire est bonne. Enfin, en tout cas de l'Est, et qui a été déposé par Alain Brandenburg lorsqu'il a parachevé la répartition des collections à Sèvres en 1987. Et en 1984 seulement, les conservateurs du musée de Cluny se sont séparés de la tabatière de Joséphine. Exemple, et Paul, tu nous en parleras, du goût des deux du Sommerard, mais ici elle a été achetée, si ma mémoire est bonne, par Edmond, pour les grandes figures de l'histoire et également de leurs opinions politiques qui ont fait des grands nostalgiques de l'empereur. Le chou a été acheté au sein d'une collection importante de faïence, la collection Jules Level, comportant 442 numéros. Je vous en reparlerai tout à l'heure lorsque je parlerai du goût pour la céramique d'Edmond du Sommerard. J'aurais pu, pour finir cette présentation rapide des dépôts, attirer votre attention sur Compiègne, qui n'est pas forcément apparent sur le camembert de droite, mais ce n'est pas tant parce que les collections y sont peu abondantes, elles y sont très importantes du point de vue du volume, puisqu'Edmond du Sommerard, parmi quelques passions, a eu celle des voitures et avait acheté un ensemble significatif de carrosses qui sont aujourd'hui au Musée national de la voiture à Compiègne. Et c'est pour ces voitures, et c'est pour ça que je vous en parle en complément, que Paul Busswilwald, donc le fils d'Émile Busswilwald, lui-même le successeur de Prosper Mérimée, dont on va vous reparler au poste d'inspecteur général des monuments historiques, une suite logique donc pour ce Paul Busswilwald, qui en 1865 construit une sorte de grand hall qui est néo-romain, que vous voyez, que vous avez vu très longtemps de l'extérieur dans la rue du Sommerard et qui aujourd'hui est intégré dans notre nouvel accueil que vous connaissez déjà. Et ce grand hall qui vous menait précédemment vers la salle de la Dame à la Licorne, elle a été conçue pour accueillir les 10 carrosses qui sont partis à Compiègne, ensuite en dépôt. Dans cette logique de dépôt à l'extérieur, il y a néanmoins quelques exceptions qui font que certaines œuvres médiévales ou Renaissance sont sorties. Une des exceptions ici illustrée par la présence de la Sainte Marguerite de Malines, issue de la collection d'Alexandre. C'est un dépôt important au musée des Beaux-Arts d'Arras, parce qu'elle avait été une ville martyre de la Première Guerre mondiale, perdant les collections du musée et la bibliothèque également, un dépôt de juillet 1939.
et qui se trouve aujourd'hui encore comporter des œuvres qui pourraient être importantes pour nos deux institutions. Je pense que Thierry, et Guillaume et Aurélie, et Valérie, vous ne me démentirez pas. J'ai mis aussi pour mémoire le célèbre échiquier dit de Saint-Louis du musée du Louvre, acheté par Alexandre, et qui a été, lui, plutôt transféré que déposé au musée du Louvre, manière de vous rappeler qu'il y a eu, dans l'histoire du musée, une parenthèse importante, puisqu'elle dure 30 ans, plus de 30 ans, de 34 à 66, pendant laquelle, en fait et place de directeur, c'est le directeur du département des objets d'art qui gère le musée de Cluny, et donc l'échiquier de Saint-Louis se déplaçant en 1946, il est dans ce contexte-là. En revanche, et je terminerai par là, ce premier panorama des dépôts, il y a des œuvres importantes qui ont appartenu préférentiellement à Alexandre du Sommerard, qui ont été déposées au musée du Louvre très tôt, en 1896, par Edmond Saliot. C'est un ensemble de peintures, et nous portons toujours encore aujourd'hui, dans notre mémoire, ce dépôt important. Les œuvres n'étaient pas toutes médiévales, même majoritairement ne l'étaient pas, mais certaines l'étaient. Il y a des œuvres qui relevaient aussi de la Renaissance. Et c'est un petit deuil qui s'est fait au nom d'une philosophie portée sur un musée d'art décoratif plutôt qu'un musée de beaux-arts par les successeurs d'Alexandre et Edmond du Sommerard. Enfin, avant que de passer la parole à Paul, je ne voudrais pas sembler comme dans les grandes dictatures, celles qui ne mentionnent pas le carré les portions jaunes de ces camemberts, parce que si vous arrivez à lire, et oui, vous arrivez à lire, vous voyez non localisé. Alors cela, ce n'est pas par les tourderies des conservateurs actuels, n'est-ce pas, Guillaume, Aurélie, mais c'est par le fait de l'histoire des collections. Ce sont des chiffres qui sont fiables, puisque le récollement est maintenant achevé dans nos deux institutions, et qui peuvent vous surprendre, et légitimement, et qui sont regrettables. Du côté d'Alexandre, de la collection d'Alexandre, c'est en bonne majorité, je dirais, vous n'avez pas le temps de m'interrompre, hein, mais si vous n'êtes pas d'accord, corrigez-moi quand même. C'est en bonne majorité des éléments de mobilier qui ont pu être démontés ou perdus, parce qu'aussi à caractère utilitaire. Hein. Vous imaginez bien qu'un lustre et un tapis, ça se conserve moins facilement qu'une sculpture en marbre. Et ce n'est même pas envisagé exactement de la même manière du point de vue de l'usage. Et du côté d'Edmond, c'est plus mélangé. Il y en a quand même beaucoup, parce qu'on va y venir, la collection d'Edmond se termine avec beaucoup plus de nombre d'œuvres, donc la proportion de 19,7, c'est beaucoup plus d'objets que 25 du côté d'Alexandre. Hein. Et là, c'est plus divers, mais je signalerai à l'intérieur de ces disparitions un gros morceau qui sont des plâtres, parce que c'est révélateur dans son intérêt pour les monuments français aussi. Et ces plâtres ont été soit exposés malheureusement dans les jardins du musée de Cluny, donc sont partis de leur belle mort aux intempéries, soit déposés au Trocadéro vers le musée des monuments français, où ils restent à ce jour toujours à rechercher, avec un pronostic vital de retrouvailles assez faible, je dois bien vous l'avouer. Il est temps pour moi de te passer la parole pour que tu introduises l'histoire avec Alexandre. Alors, effectivement, l'idée est de retourner à l'origine de cette collection pour la comprendre et comprendre son devenir. Il est donc un personnage qu'il est essentiel d'explorer longuement en réalité pendant cette présentation, le personnage d'Alexandre du Sommerard. Un personnage qui en réalité est assez difficile à cerner, hein, puisque au-delà de ces livres qu'il nous a laissés, on a très peu d'écrits théoriques. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'une légende se construit autour d'Alexandre du Sommerard dès son vivant, qu'il alimente lui-même, et une légende qui s'amplifie avec le temps. En 1843, Prosper Mérimée rédige donc une notice, qui est d'ailleurs sans doute plutôt un éloge funèbre, qui est ensuite publié dans l'un des premiers catalogues du musée. Et dans cette notice, Prosper Mérimée écrit à propos d'Alexandre du Sommerard. Soldat volontaire à 14 ans, il prit part à la lutte généreuse de la France contre l'étranger. Rarement l'éducation des camps développe le goût des arts. Il fallait qu'il fût inné chez Alexandre du Sommerard pour qu'au milieu des fatigues et des dangers de la guerre, la vue des chefs-d'œuvre de l'Italie ait décidé de sa vocation. Et c'est intéressant parce qu'avec cette notice qui est reprise quasiment systématiquement quand on parle d'Alexandre du Sommerard, on a véritablement une légende sous forme de topos littéraire qui se met en place et en réalité qui ne correspond pas véritablement à la personne d'Alexandre du Sommerard. Plusieurs éléments doivent être effectivement discutés, alors même que c'est le principal élément biographique qu'on a sur le personnage. En réalité,
cette figure d'Alexandre du Sommerard, amoureux inné de l'art ancien, tel qu'on le voit représenté ici, donc, dans les arts au Moyen-Âge, représenté par Achille de Veria, tenant une statuette en ivoire, la vertu châtiant le vice, et donc qui se trouve aujourd'hui à Écouen. Cette image est véritablement une image qui s'est construite progressivement, mais sans doute, c'est certainement pas une image qui représente véritablement l'homme. En effet, si on regarde dans le détail ces collections, et quand je parle de ces collections, je ne parle pas seulement de celles qui entrent dans le musée, mais je parle aussi de ces collections qui ont été dispersées, et il est important de rappeler qu'une grande partie des collections d'Alexandre du Sommerard a été dispersée de son vivant et à son décès sans entrer dans les collections du musée. En réalité, on constate qu'Alexandre du Sommerard est quand même en grande partie un homme de son temps. C'est un homme de son temps en tant que collectionneur, puisque la première collection d'Alexandre du Sommerard est une collection d'histoire naturelle, une collection qui est dispersée en 1823 à l'hôtel Bumion, au sein de laquelle on retrouve des ossements, des coquillages, ce genre de choses, et donc qui nous montre que cette image d'Alexandre amoureux des arts est en réalité une construction progressive et pas quelque chose de sa jeunesse, et certainement pas de la campagne d'Italie. Au-delà de cette collection d'histoire naturelle, Alexandre du Sommerard est en réalité un homme qui, au départ, à la fin des années 1810, dans les années 1820, qui collectionne essentiellement des artistes contemporains, et donc qui en ceci est finalement assez semblable aux autres collectionneurs de son époque. Il collectionne des artistes de la fin du XVIIIe siècle. On retrouve dans le catalogue de la vente de 1826 des noms finalement qu'on attend tout à fait, Vernet, Vien, Fragonard, Greuze, et également il collectionne beaucoup ses contemporains. Et il est très actif au sein de la Société des Amis des Arts. Il fréquente beaucoup les contemporains, Delacroix, Géricault, Le Prince, qui sont très présents dans ses collections. Simplement à titre d'exemple, ici deux petits tableaux de Delacroix qui sont donc vendus en 1826 et qui sont aujourd'hui conservés respectivement au Kunstmuseum de Bâle et au Fuji Art Museum à Tokyo à la suite d'un certain nombre de ventes, mais qui nous montrent bien que l'image qu'on a d'Alexandre du Sommerard comme amoureux des arts du Moyen-Âge est une image certes réelle, mais pas l'image du premier Alexandre du Sommerard. L'intérêt d'Alexandre du Sommerard pour les arts du Moyen-Âge, avec la définition très, très large qu'il en donne, se développe très progressivement en réalité. Et on peut d'ailleurs s'interroger sur le fait que sur ces ventes de 1823 et 1826, qui sont sans doute des ventes destinées en fait à dégager des fonds pour d'autres acquisitions, également de la place, puisque on sait par des témoignages de ses contemporains que très rapidement son appartement rue Ménard, avant qu'il ne s'installe à l'hôtel de Cluny, son appartement est encombré d'objets qu'il collectionne. Ou, encore une fois, cette vente peut aussi correspondre à un moment où il commence à spécialiser sa collection, et d'une collection très généraliste d'hommes du début du 19e siècle à progressivement passer à une collection un petit peu plus spécifique. Alors, cet appartement de la rue Ménard nous est plus ou moins connu par les témoignages de ses contemporains. Alors, la rue Ménard, pour vous situer, elle est à quelques centaines de mètres d'ici. Si vous prenez la rue de Richelieu en sortant, que vous remontez à gauche, que vous passez la rue du 4 septembre, c'est la première rue que vous aurez sur votre gauche. Alors, cette rue, en réalité, a été très largement transformée par les travaux haussmanniens. Elle a été entièrement remaniée, donc l'hôtel dans lequel vivait Alexandre du Sommerard n'existe plus. Donc il est très difficile de se représenter les lieux tels qu'ils pouvaient être. Cette lithographie, qui est l'un des principaux témoignages de la disposition des lieux, est une lithographie par ailleurs qui pose problème, puisqu'elle a été publiée en 1838 dans les Arts au Moyen-Âge, apparemment inspiré d'un tableau de Renoux, l'ancien cabinet de MDSD. Mais le problème, c'est que ce tableau est aujourd'hui introuvable. Donc il est difficile de le dater. Il date sans doute de 1825. Il peut être éclairé à travers des témoignages que nous avons de cette époque. Par exemple, un guide parisien imprimé en 1832 détaille
Cette belle et nombreuse collection, donc celle d'Alexandre du Sommerard, est entièrement composée de tableaux de chevalets de notre époque moderne et de dessins de nos artistes vivants. J'insiste sur le entièrement composé. Vous voyez véritablement que en 1832, on est quand même encore essentiellement sur une collection fin 18e, début 19e. Un seul salon fait exception, donc vraisemblablement celui qui nous est donné à voir ici. Il renferme des antiques, des meubles, des vitraux, des armures, etc. Réunion toute nationale et unique peut-être depuis la suppression du musée des monuments français. Donc ça veut dire que en début des années 30, finalement, ces objets qui sont ceux qu'on associe à Alexandre du Sommerard ne sont que très minoritaires dans sa collection. Par ailleurs, on a un tableau, une lithographie, puisque le tableau reste à chercher. Nous avons une lithographie ici qui pose un certain nombre de problèmes sur son statut, puisque vous voyez très bien en regardant les deux personnages qu'on ne reconnaît pas Alexandre du Sommerard. Donc ce sont des personnages de fantaisie qui ont été installés au milieu de ce décor. Un décor pour le coup qui n'est pas entièrement de fantaisie, puisqu'on reconnaît de nombreux objets qu'on peut encore aujourd'hui admirer dans les collections du musée national du Moyen-Âge ou du musée national de la Renaissance. Je ne vous en ai mis que quelques-uns à titre d'exemple sur le côté, avec notamment les albâtres qui sont un des points forts de la collection d'Alexandre du Sommerard, mais alors, ça se trouve à côté du miroir en haut à gauche, à droite, pardon. Donc un seul albâtre à cette date-là, à moins qu'il n'y en ait d'autres qui soient cachés à l'intérieur des meubles. Vous avez également voilà, donc l'assiette émaillée avec le jugement de Paris. Le bas-relief en bois qui est inspiré de... Ah, pardon, dans le micro. Oui, mais on n'a pas de pointeur. Ou simplement avec la... Oui, donc la flagellation du Christ qui se trouve aujourd'hui à Écouen, et évidemment un lit ici qui est le lit de François Ier, mais vous voyez dans une disposition différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Bon, par ailleurs, vous avez d'autres éléments qui sont plus problématiques, comme par exemple ce meuble ici, qui est composé effectivement de meubles différents qui existent encore aujourd'hui, mais dans une configuration largement différente, puisqu'on reconnaît ici notamment un élément qui aujourd'hui fait partie du dressoir des harpies, mais donc dans une configuration nouvelle. Alors, donc, un cabinet, mais vous voyez de taille relativement restreinte, avec un certain nombre d'objets emblématiques. Alors, l'idée est de s'immerger un petit peu dans le Paris d'Alexandre du Sommerard pour comprendre comment cette collection évolue. Je vous ai pointé ici un certain nombre d'endroits significatifs de ce Paris d'Alexandre du Sommerard. Tout d'abord, ici, vous êtes rue Ménard. Nous sommes actuellement ici, donc avec la Bibliothèque nationale ici. Donc l'appartement d'Alexandre du Sommerard se trouve ici. Donc on imagine Alexandre qui, le matin, emprunte la rue de Richelieu, traverse la cour du Louvre, traverse la Seine par un des ponts, se promène le long du quai Voltaire où se trouvaient déjà à l'époque de nombreux antiquaires pour finalement aller travailler à la Cour des Comptes, à l'emplacement qu'elle occupait à cette époque. L'hôtel Bullion, qui à l'époque est le principal hôtel des ventes, on est avant la construction de l'hôtel Drouot, se trouve également dans un périmètre très resserré. Et finalement, l'hôtel de Cluny, où il s'installe en 1834, est hors de ce premier Paris d'Alexandre du Sommerard. La question est donc de savoir comment cet intérêt naît, et on est ici à un croisement autour d'un parcours intellectuel, d'un véritable intérêt pour le Moyen-Âge qui naît en même temps que l'intérêt pour les objets du Moyen-Âge. Et donc, cet intérêt est au départ un intérêt donc général pour les arts, comme j'ai eu l'occasion de le dire, puisque dès 1816, il fait son entrée à la Société des Amis des Arts. Donc il a un véritable souci d'être considéré dans les cercles artistiques, et un souci en réalité qui est aussi très largement lié à sa volonté d'ascension sociale, notamment avec son entrée à la Cour de compte. Pour autant, et c'est assez significatif et intéressant, en 1825, lorsqu'il tente d'intégrer la Société des antiquaires de France, il est refusé. Donc en 1825, il n'est pas considéré comme suffisamment expert en la matière pour intégrer cette société, et donc c'est finalement en 1834 qu'il parvient à entrer... Je suis en train de te
fatiguée de partir. Elle était... Oui. Quelques minutes que je rigole, mais tu le fais mieux que moi. On était, je sais pas, mais en fait, tu es très très à l'aise pour exprimer mes notes, voilà. Donc, mais là maintenant, tu pourrais continuer, c'est drôle. Mais je trouvais ça formidable. Non, mais ça fait, on a essayé de se répartir de façon un peu équitable. Non, mais je t'en prie, mais c'est, pardon à vous de cette petite. Si tu ne t'en étais pas aperçu, je n'aurais rien dit, vois-tu. Alors donc, comme vient de vous le dire, c'est finalement l'histoire d'un autodidacte qui essaye peu à peu, et c'est toute sa démarche, c'est comme ça. Hein. Il essaye peu à peu d'intégrer les sociétés. Donc d'abord le cercle des Amis des Arts, comme vient de dire Paul. Je n'y reviens pas. Ça marche pas pour les antiquaires, mais ça marche et c'est une année importante pour lui parce que c'est l'année de son installation dans l'hôtel de Cluny. En 1834, il intègre le Comité historique des arts et des monuments, qui est l'ancêtre du Comité des travaux historiques et scientifiques, qui prend ce nom en 1881, si ma mémoire est bonne, fondé donc cette année-là par François Guizot, dans l'école duquel nous nous trouvons ce soir. Ce comité lui permet de fréquenter, entre 1834 et 1840, de nombreuses figures importantes de tous les champs de la vie intellectuelle française et scientifique, mais également les figures importantes dans l'intérêt porté aux arts. Je citerai entre autres Jean-Joseph Champollion, Victor Cousin, Arcis de Caumont, mais aussi Victor Hugo, qui, de façon assez révélatrice, parce que c'est aussi une histoire, on n'a pas le temps de tout vous raconter ce soir, hein, notre temps imparti est limité, mais tout ce carnet d'adresses qui constitue dans ces années-là va puissamment aider le fiston. C'est-à-dire que quand Edmond est le premier conservateur du musée, il dispose du carnet de relations qu'a construit son père dans cette décennie où lui-même est encore un adolescent. Mais il a déjà rencontré des personnes, il en a entendu parler par son père et ça va probablement lui donner un bon coup d'accélérateur dans ses compétences élargies à celles de conservateur du musée. Donc, Arcis de Caumont, comme je vous le disais, Victor Hugo, je venais à lui au moment où j'ai fait ma digression, qui offre en 1853, donc 10 ans après l'ouverture du musée, 4 ouvrages, un indice armorial de Gélo, un théâtre des cités du monde, une histoire de la navigation et un atlas que nous partageons maintenant entre les deux maisons, dont un en 2 volumes, dont chacun d'entre nous a un volume, ce que j'ai consigné être éventuellement ridicule et je proposerai bien volontiers de vous donner l'autre, cher Thierry, parce que ça relève plus des logiques de vos collections. Et il rencontre aussi, bien sûr, Prosper Mérimée et Albert Lenoir dans ce comité, et cela est vraiment très important. Cependant, lorsqu'on observe rapidement, je n'ai pas eu le temps de trop pousser la recherche, mais lorsqu'on observe les premières actions des sections de ce comité, et notamment le comité des arts et monuments, qui est créé par commande royale par Narcisse de Salvandy, qui le préside, il s'adosse, Narcisse de Salvandy, qui était un homme politique, à Arcis de Caumont, Prosper Mérimée et Albert Lenoir. Ce dernier joue un rôle absolument crucial dans la jeunesse du musée. Tu vas nous en parler dans quelques minutes. Ce cercle de relations, donc, est d'une importance extrême sans doute pour Alexandre. Elle le sera également pour son fils. Et elle correspond à une volonté d'ascension sociale, mais également à une volonté, parfois presque, que je trouve presque émouvante par une forme de naïveté, très gourmande, de compiler énormément de connaissances. Jean-Christophe Tontat, que j'ai cité tout à l'heure, s'est porté acquéreur il y a quelques années de ce recueil trouvé chez un libraire de notes de dictionnaires qu'il recopie. Et nous avons un grand nombre de feuillets dans nos archives que nous sommes en train de dépouiller et enfin de cataloguer vraiment, de recenser vraiment avec Sophie Vasson, qui m'accompagne dans cette aventure, qui n'est pas là ce soir, mais qui est la troisième un peu enquêtrice en ce moment sur ces terrains-là, avec nous deux. Et tous ces feuillets, qui sont probablement pour partie très, très lacunaires, trahissent des intérêts qui sont portés sur les grandes figures de l'histoire, sur les choses vraiment de culture générale. Et c'est très touchant et ça permet de comprendre qu'on a vraiment affaire à un autodidacte. Tout cela, ça contribue à le préparer à cette publication si importante que sont les arts au Moyen-Âge, qui est le fruit d'un long travail de compilation, de recherche, mais aussi un véritable écrin pour sa collection. Les années 1830 sont également celles de son installation dans l'hôtel des Abbés de Cluny, 1834 précisément. Il écrit dans ses notices sur l'hôtel de Cluny, qu'il publie en 1834, l'année de son installation. En 1832, donc 2 ans avant, il y pense, la fantaisie d'un amateur collecteur depuis longtemps d'objets d'art d'époques analogues à celle de la construction de l'hôtel de Cluny
lui suggéra l'idée d'ajouter à l'effet de sa collection l'harmonie du cadre. Vous voyez ici sur un plan qui est assez connu, qui a été exposé parfois dans les expositions du musée de Cluny, notamment une qu'avait organisée Michel Huynh il y a quelques années sur les d'Amboise. Un plan qui est assez sommaire, mais qui vous permet de voir le niveau du premier étage en 1843, donc lorsque l'État s'est porté acquéreur du bâti et de la collection d'Alexandre. En jaune, à droite, vous avez ici, dans ce qui est à droite quand on rentre dans la cour aujourd'hui, que vous connaissez tous, je pense, l'appartement qu'occupait Edmond du Sommerard à partir de l'ouverture du musée. Et c'est vers la zone bleue qu'il vous faut vous tourner pour voir quel était l'appartement d'Alexandre, avec des salles qui sont toujours des salles où l'on montre les collections comme on le faisait du vivant d'Alexandre dans l'état du premier musée. Je vous proposerai bien volontiers de prêter attention à une petite pièce qui a disparu ici, puisque nous allons bientôt rentrer dans notre jeu de reconnaissance de cette pièce-là avec toi, Paul. Et cette petite pièce, elle a disparu. Aujourd'hui, elle surplombait ce qui est dit court, c'est la salle des sculptures de Notre-Dame. Et vous avez ici ce petit rond, c'est l'échauguette que vous voyez au-dessus des statues acéphales de Notre-Dame et que vous découvrirez sur un point de vue différent dans la salle, la future salle des Hispano-Mauresques du Nouveau Cluny. Et vous verrez que Adrien Gardère, le muséographe, a percé des fenêtres dans le béton de l'ancienne salle de l'orfèvrerie du musée de Cluny. Et vous allez par cette salle pouvoir voir la salle Notre-Dame. C'est un des plus beaux gestes, je pense, qu'il a fait pour le futur musée de Cluny. Allez, vous allez donc retrouver l'espace vide et la trace d'arrachement de cette pièce qui a maintenant disparu, dans laquelle nous nous rendons avec toi, Paul, à présent, si tu veux bien. Alors, avec le micro. Alors oui, cette salle emblématique, évidemment, c'est la chambre de François Ier. Et donc, une chambre qui va permettre d'aborder les choses sous un angle différent, puisque Muriel Barbier a récemment publié un article très complet sur le lit lui-même, mais la chambre tout autour semble aussi éclairante pour enquêter sur la première disposition des collections d'Alexandre du Sommerard dans l'hôtel de Cluny. Elle est emblématique de sa stratégie d'acquisition et également de sa stratégie d'exhibition. C'est le terme qu'il utilise lorsqu'il fait visiter son propre petit musée. Tout d'abord, évidemment emblématique, puisque pour Alexandre du Sommerard, il s'agit toujours de relier la grande histoire à des objets et à des espaces. Et donc, en l'occurrence, il utilise une légende qui circulait de la part de l'ancienne occupante de l'hôtel, comme quoi c'est la chambre dans laquelle, selon beaucoup d'éléments légendaires et peu d'éléments historiques, François Ier aurait surpris donc Marie Tudor en compagnie de son amant, alors qu'elle avait donc été reléguée dans l'hôtel de Cluny à la mort de Louis XII, dans l'attente de savoir s'il était enceinte ou non d'un enfant qui aurait été l'héritier du trône de France et donc aurait privé François Ier de la possibilité d'accéder au trône. Et donc, on retrouve ici ce goût pour l'histoire, à la fois la grande histoire et puis la toute petite histoire, l'histoire très largement mélangée entre réalité et fiction. Et c'est donc évidemment dans cette pièce que Alexandre du Sommerard choisit de placer le lit qu'il croit être celui de François Ier. Et donc, on voit le goût tout d'abord pour la mise en scène, tel que vous pouvez le découvrir dans la lithographie qui est à gauche, qui est issue des arts au Moyen-Âge et qui donc correspond sans doute à un état probable à un moment donné de cette chambre. Donc le goût pour la mise en scène, avec, vous voyez, la collection d'armurerie d'Alexandre du Sommerard, son mobilier, mais également tout un ensemble d'objets qui sont des objets en ivoire, des objets en marbre, des objets dans différents matériaux et qui correspondent à différentes périodes. Donc un élément qui est important, c'est que Alexandre du Sommerard n'est pas du tout avare de sa collection, qu'il fait très largement visiter une fois par semaine au moins. Donc il reçoit très largement, et il fait d'ailleurs signer la plupart de ses
quelques autres. Et il faut s'imaginer véritablement un personnage extrêmement truculent qui a beaucoup de goût pour la narration et qui, à travers les objets, raconte l'histoire de France. Et donc on a cet aller-retour permanent entre l'histoire et l'objet. Alors, cette chambre de François Ier, cependant, n'est pas figée. Et ça, c'est aussi un élément important qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Alexandre du Sommerard alimente en permanence sa collection entre 1834 et son décès, et réorganise régulièrement la collection. Il y a plusieurs vues de la chambre de François Ier dans les arts au Moyen-Âge qui montrent bien qu'on a une disposition différente des objets. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a d'autres vues de la chambre de François Ier qui sont problématiques aussi et qui montrent que la distance qu'il faut avoir par rapport aux différentes représentations qu'on en a. Donc en particulier, c'est pour cela que j'ai fait figurer ici le cabinet d'Alexandre du Sommerard par Louis-Vincent Fouquet, donc pas en 1836, qui est aussi intéressant parce que ça nous montre la distance nécessaire qu'on doit avoir avec les images qui représentent la chambre de François Ier à l'époque, puisque on est dans une disposition qui est très proche de la chambre de François Ier. On a un titre qui nous renvoie vers Alexandre du Sommerard. Cependant, vous pouvez voir que la disposition même topographique des lieux est différente, puisque le plafond est trop haut par rapport à ce qu'il est dans la réalité. Et puis surtout, les objets... Je t'interromps juste une microseconde. Vous avez vu sur le plan, vous êtes dans la salle où il y avait précédemment l'antépendium de Bâle et le retable de Stavelot. Je me permets de vous le redire. C'est la salle d'avant la chapelle. C'était peut-être parfaitement clair. Mais c'est vrai que nous, on rentre dans le... Et donc, effectivement, la hauteur de plafond n'est pas du tout celle qu'on voit sur le tableau, comme Paul vous le dit. Pardon, excuse-moi, Paul. Et donc, quand on regarde également le mobilier, les objets qui sont disposés ici, en fait, on a un allègre mélange entre des objets et des meubles qui font véritablement partie de la collection d'Alexandre du Sommerard. On reconnaît, par exemple, de nouveau ici la flagellation du Christ de Sebastiano del Piombo. On reconnaît ici un albâtre qui fait partie de la collection. On reconnaît le vice et la vertu. On a un palissy qui est vraisemblablement toujours dans les collections. Et puis on a d'autres éléments qui n'apparaissent nulle part dans la collection, avec parfois des bizarreries, comme par exemple ici, les 3 âges de la vie de Giorgione, qui se trouvent au Palais Pitti depuis plusieurs siècles. Donc ils ne peuvent pas avoir fait partie de la collection de du Sommerard, à moins qu'il ne s'agisse d'une copie, ce qui est une éventualité, mais on ne le retrouve nulle part dans les catalogues de vente au décès d'Alexandre du Sommerard. Donc très vraisemblablement, on a ici affaire à un tableau qui découle plus de l'imagination du peintre et qui montre donc que la collection de du Sommerard est réélaborée en fait dès le départ. Alors malgré tout, on peut essayer de reconstituer à un moment précis l'état de la chambre. C'est en 1843, au moment où l'inventaire après décès d'Alexandre du Sommerard est dressé, donc au moment où cet inventaire va servir de base pour le premier inventaire du musée, et qui nous permet de reconstituer une partie des objets. Alors donc ici, il faut s'imaginer qu'à chaque fois, devant chaque numéro, vous avez aujourd'hui un CL ou un ECL, et donc la plupart de ces objets sont encore aujourd'hui conservés, et donc on peut comprendre à peu près à quoi représentait en 1843 la chambre de François Ier. J'ai mis 126 dans une couleur différente, puisque pour le coup il s'agit de la cheminée, et pour le coup elle a disparu vraisemblablement lors d'une rénovation des lieux, et n'a pas été considérée comme un élément de la collection, mais simplement comme un élément hors sujet, hors thème au sein de cette pièce. Et donc le résultat, c'est qu'en compilant ces données et en compilant également les différentes représentations de cet espace, on peut essayer de se représenter à peu près à quoi à quoi ressemblait la chambre de François Ier et quels objets s'y trouvaient. Alors, j'ai pas des très grands talents de graphiste et c'est très largement incomplet, mais l'idée est plutôt de montrer les allers-retours qu'on peut faire entre l'inventaire et puis le présent. Donc, vous avez ici une tentative de reconstitution d'une partie du mur nord, donc d'après un croisement de l'inventaire et des planches des arts au Moyen-Âge. Donc là, la cheminée qui a disparu, le miroir qui se trouvait au-dessus a également disparu, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit
à peu près comment était montrée la tenture de l'arsenal, avec vraisemblablement des éléments de la tenture qui avaient été découpés de façon à pouvoir être étalés sur l'ensemble des murs. Le portrait de Charles Quint qui se trouve aujourd'hui à Écouen, qui se trouvait au-dessus de la porte. Vous avez donc ici un meuble, alors j'ai pas noté la référence, qui est aujourd'hui à Écouen, et puis le grand meuble de Fontainebleau qui a été entièrement démantelé et qui permet aussi de comprendre justement le processus de disparition d'une partie de la collection, puisque le meuble ayant été en réalité assemblé soit avant l'achat par du Sommerard, soit par du Sommerard lui-même. Il a été considéré donc comme un faux par les successeurs, les différents conservateurs qui se sont succédés, et il a été donc démantelé avec un certain nombre d'éléments qui en ont aujourd'hui été perdus. Oui, notamment à l'école Boulle, où ils ont perdu des dizaines de panneaux, dont certains qui appartenaient à ce cabinet. À ce meuble. Et par ailleurs, si on prend cet inventaire de 1843, on s'aperçoit également que cette chambre de François Ier était remplie de très très nombreux objets et qu'on ne voit pas nécessairement sur les représentations, les différentes lithographies qu'on en a. Ce qui veut dire que les différents meubles de cette pièce devaient également être remplis d'objets et que ça devait faire partie du tour d'Alexandre du Sommerard d'ouvrir les objets et de donner à voir tous ces objets. Donc un exemple ici avec les objets en ivoire, ceux qui sont aujourd'hui numérisés. Hein. Donc la liste n'est pas du tout exhaustive, mais donc par exemple tous les objets en ivoire qui pouvaient se trouver, une partie des objets en ivoire qui pouvaient se trouver dans la chambre de François Ier. Alors, de cet état de l'hôtel de Cluny, de cette disposition des premières collections, on va essayer de passer désormais à ce qu'en a fait Edmond du Sommerard en tant que premier conservateur du musée de Cluny. Donc, à la mort d'Alexandre du Sommerard, le 29 août 1842, on a immédiatement une machine qui se met en branle très très vite parce que la collection dans les années 1840 a acquis une renommée internationale. On sait que des acheteurs anglais en ont proposé jusqu'à 600 000 francs à Alexandre du Sommerard, et donc la crainte de Prosper Mérimée, de son entourage, c'est de perdre cette collection, et de la même façon, Alexandre du Sommerard avait déjà préparé le terrain également, puisque il entendait que cette collection devienne une collection nationale. Donc le terrain est préparé, mais il faut éviter que la collection, malgré tout, ne disparaisse, ne soit dispersée, ne soit vendue à l'étranger. On a donc des négociations très serrées qui s'ouvrent avec un triangle assez complexe, la famille d'Alexandre du Sommerard, un groupe autour de Prosper Mérimée qui tient absolument à ce que les collections deviennent nationales, et le pouvoir politique qui mesure l'intérêt d'acquérir ces collections, mais en même temps qui est un peu effrayé par le coût et par un certain nombre d'autres éléments sur lesquels je vais revenir. Alors, dans ce triangle un petit peu complexe, un acteur a souvent été oublié, c'est Adélaïde du Sommerard, et donc nous avons le plaisir de vous présenter ce soir une lettre qui nous semble ne jamais avoir été publiée, été exploitée, du 30 décembre 1842, donc on est véritablement dans cette période de négociation, et donc la première estimation de la collection qui est proposée donc au du Sommerard n'est que de 220 000 francs, alors que je vous avais dit qu'on avait déjà offert 600 000 francs, qu'au moment du décès d'Alexandre du Sommerard, donc quelques mois auparavant, avant cette lettre, on avait parlé de 300 000 francs. Finalement, on aboutit à une somme de 220 000 francs d'après l'inventaire, et sur cette somme, l'État demande encore un rabais, et donc d'acheter à 200 000 francs la collection. Et vous pouvez voir dans cette lettre que Adélaïde, alors je ne sais pas si vous arrivez véritablement à le lire, mais que voilà, on lui propose le prix de 200 000 francs qu'elle accepte, mais elle y met une condition, et c'est intéressant parce que c'est vraiment la seule trace qu'on en ait. Elle y met une condition, c'est que son fils, son second fils, Edmond du Sommerard, soit nommé premier conservateur de la collection. Donc on a un élément ici familial extrêmement fort qui, semble-t-il, n'a jamais été suffisamment souligné. Hein. Adélaïde accepte de vendre la collection au rabais en échange de la place d'Edmond du Sommerard. C'est anecdotique, mais vous voyez, elle l'écrit d'un seul mot,
comme le cartel de Paul n'est pas erroné, que c'est l'orthographe, la première orthographe de la famille du Sommerard. Hein. Oui, par coquetterie, effectivement. Donc, dans un premier temps, d'ailleurs, Alexandre a commencé à écrire un S majuscule au milieu du mot, et puis petit à petit, les deux mots ont été séparés. Alors, les négociations sont également donc serrées et difficiles. Et d'ailleurs, c'est intéressant encore une fois d'avoir conscience que dans l'éloge funèbre de Prosper Mérimée, donc rédigé dans un autre écrit de Prosper Mérimée, lorsqu'il revient sur cette généalogie du musée, Prosper Mérimée insiste sur le fait que c'est dans un enthousiasme général que se fait la vente à l'État, que l'État acquiert également l'hôtel, que la municipalité de Paris donne les termes à l'État. Donc on a l'impression effectivement d'une effervescence et d'une unanimité autour du projet. Dans la réalité, les choses ont été bien plus complexes, notamment à la Chambre des députés et à la Chambre des pairs, puisque quand on regarde dans le détail les votes, on a à peu près 40% des députés et des pairs qui ont voté contre le projet de loi d'achat, alors même que on est sous Louis-Philippe, donc la majorité est censée suivre, et que l'opposition, et notamment représentée par François Arago, donc l'opposition libérale, elle est en faveur du projet. Donc pourquoi 40% des députés et des pairs s'opposent? On a une note intéressante justement de la commission. De la commission ad hoc sur cette question, qui propose justement des contre-arguments. Donc on n'a pas les arguments, mais on a les contre-arguments, et donc en creux on peut essayer de deviner ce qui a posé problème. Alors tout d'abord, premier problème, c'est le coût, parce que entre la collection et l'achat de l'hôtel, on est à peu près effectivement aux 600 000 francs, on est à 590 000 francs, donc un coût relativement important à supporter par l'État. Et également, l'autre grand argument qui est mis en avant par les adversaires du projet, c'est l'idée qu'un nouveau musée parisien est inutile. Paris a déjà un musée. Donc pourquoi un deuxième musée? On a déjà le musée du Louvre, un musée des Beaux-Arts, pourquoi un deuxième musée? Et troisième élément, c'est non seulement on va avoir un deuxième musée à Paris, mais ce deuxième musée ne sera pas un musée des Beaux-Arts, mais un musée des arts mineurs. Et donc on a une véritable résistance autour de l'idée que les arts décoratifs ne représentent pas un intérêt suffisant eu égard au coût qui est mis en avant. Donc on a cet élément qui est important. Alors, l'autre élément quand même qui est à prendre en compte, c'est que donc au-delà du soutien d'Adélaïde pour son fils, Edmond du Sommerard s'inscrit véritablement dans les pas de son père, comme l'a souligné Isabelle déjà auparavant. Le carnet d'adresses paternelles est largement réutilisé par Edmond du Sommerard. Donc les amitiés se reproduisent d'une génération sur l'autre, avec évidemment des personnages comme Viollet-le-Duc, mais également un personnage également comme le Normand, conservateur à la Bibliothèque nationale, à l'époque à la Bibliothèque royale, qui va également beaucoup accompagner Edmond lors de ses premiers pas, qui le soutient notamment lors de sa première apparition à la commission des monuments historiques. Donc les positions amicales du père vont être largement réutilisées ensuite par le fils. C'est un élément qui est aussi intéressant, puisque donc c'est une histoire de famille, mais une histoire de plusieurs familles, le musée de Cluny, notamment puisque on a une continuité également, par exemple, dans un premier projet d'Albert Lenoir, qui était un projet en réalité qui a sans doute été construit en grande partie avec Alexandre du Sommerard au moment de l'installation d'Alexandre du Sommerard en 1834 à l'hôtel de Cluny, où en profitant de la disposition des lieux avec une continuité qui n'existe plus aujourd'hui, mais les thermes, l'hôtel de Cluny et le couvent des Mathurins, on avait une succession architecturale qui correspondait donc à la chronologie de l'histoire de la France telle qu'elle était vue au XIXe siècle. Et donc en s'appuyant sur cette topographie, Albert Lenoir avait proposé avec Alexandre du Sommerard, et donc à l'aide de ces collections, de reconstituer véritablement un nouveau musée des monuments français, disparu finalement peu de temps auparavant et très largement regretté par les intellectuels parisiens et les savants parisiens. Et donc
cette idée de transformation d'une collection privée en musée n'est pas neuve en 1843, et donc Edmond du Sommerard peut s'appuyer sur ce projet, même si évidemment on a eu beaucoup d'évolutions entre-temps. Et donc, le résultat, c'est que les négociations donc, ont beaucoup duré. L'achat se fait donc en 1843. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, le musée ouvre très vite derrière, dès mars 1844, ce qui montre qu'on a déjà un projet qui est déjà vraiment existant dans les têtes. Et cette ouverture de 1844 s'explique aussi parce que le musée tel qu'il ouvre en mars est un musée aux dimensions très réduites par rapport à celui par rapport aux dimensions qui seront les siennes au XIXe siècle et aujourd'hui. Donc on a un nombre relativement limité de salles qui sont ouvertes. Vous avez ici le rez-de-chaussée. En haut, c'est le rez-de-chaussée. Je vous ai mis un plan qui est un plan non pas de 1844 mais de 1843. Donc avec encore un certain nombre de cloisons qui ont été détruites entre les deux années de façon à pouvoir ouvrir les pièces. On entre par une première pièce qui est ici, donc la cloison qui est là a disparu, qui est une entrée avec le mobilier du XVIe siècle. Une deuxième pièce qui se trouve ici, donc toutes les cloisons ont été abattues, où vous trouvez du mobilier et de la sculpture. Une troisième pièce ici avec du mobilier, de la peinture, de l'archéologie, des vitraux. Une quatrième pièce qui est une pièce déjà des faïences, ce qui laisse percevoir l'intérêt d'Edmond du Sommerard pour ce matériau, enfin cette technique, et qui sera ensuite amplifiée tout au long de sa carrière. Une cinquième pièce ici qui est une pièce des sculptures. On revient dans la quatrième pièce. Alors ici, un doute, je n'ai pas réussi à comprendre encore si on monte à l'étage par l'escalier à vis qui se trouve ici ou au contraire par l'escalier qui menait à l'appartement d'Alexandre du Sommerard, donc qui a disparu aujourd'hui. Donc on monte à l'étage par un de ces deux escaliers. Et on accède à la galerie dans laquelle on dispose l'armurerie, puis ensuite la salle François Ier. Et là, j'insiste sur le fait que cette salle François Ier ne correspond pas à la chambre François Ier d'Alexandre du Sommerard, et c'est intéressant parce que ça nous montre une prise de distance entre les histoires du père et l'histoire que veut raconter le fils. Donc il déplace le lit et qui, dans la notice que je vais bientôt vous faire voir, prend des précautions oratoires assez importantes par rapport à cette histoire de lit de François Ier. Et ensuite une salle du Sommerard nommée ainsi, donc en hommage à Alexandre. Ensuite on passe dans la salle de la Reine Blanche, donc on garde l'histoire de Marie Tudor, mais on fait disparaître François Ier de l'histoire, puisque visiblement il manque un certain nombre d'éléments pour affirmer que c'est François Ier qui est véritablement intervenu pour surprendre Marie Tudor. Et ensuite on passe dans la chapelle, on redescend par l'escalier à vis, on arrive dans la salle basse et on accède au jardin. Donc encore un élément qui nous rappelle le poids du musée des monuments français. On essaye de reconstituer l'ambiance qui pouvait être celle des petits Augustins. Et donc voilà, donc une première notice publiée dès 1843, donc avant même l'ouverture du musée, qui nous détaille donc salle par salle ce que l'année d'après vont pouvoir découvrir les visiteurs. Et donc c'est intéressant de voir la façon dont Edmond du Sommerard présente le lit. Donc ce n'est plus le lit de François Ier, c'était le lit d'un évêque savoisien qu'il avait acquis à Paris dans une vente faite en purgation de l'ex-garde-meuble, comme ayant appartenu à François Ier. Vous voyez qu'on commence à mettre un certain nombre de précautions oratoires. Et par ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on démonte le lit et qu'on le remonte d'une façon différente, puisque Mars et Bellone, qui jusqu'ici était à l'avant du lit, se retrouvent au chevet du lit. Et donc vous avez ici toute une série d'illustrations. Le problème, c'est qu'elles sont relativement tardives, 1867, 91, fin du 19e siècle, 1901, qui représente un état sans doute proche de celui de 1843, mais avec également sans doute un certain nombre de modifications apportées entre les années 40 et les années 60. En tout cas, on a donc une volonté de rationalisation de la part d'Edmond du Sommerard qui s'exprime dans un rangement différent du mobilier et des objets de la collection paternelle. Oui, alors, ce qui est intéressant dans ce que vient de montrer Paul sur la notice et le lit de François Ier, c'est qu'il y a un contexte d'acquisition. Or, il se trouve que nous n'avons que
presque aucune archive d'Alexandre inhérente à ces modes d'acquisition. Tout ce que nous le savons par Edmond, qui va nous raconter ça dans ses publications à lui. Donc il y a eu une transmission orale, et c'est grâce à ces publications. Alors à cette notice suit une autre, tout de suite pour l'ouverture en mars 44, intitulée également Notice historique et descriptive avec quelques nuances. Et puis 3 ans après, un premier catalogue, l'image n'est pas très chatoyante, mais pour nous c'est passionnant évidemment, un premier catalogue en 1847, qui est l'état le plus proche de la collection paternelle, avec déjà quelques ajouts, puisqu'on y compte 1895 numéros, alors que l'inventaire des collections d'Alexandre du Sommaire, tel que l'État les achète, s'arrête à 1434, très exactement. En 1861, alors ce premier catalogue est réédité régulièrement, jusqu'en 1852, puis en 1861, il en livre un nouveau, qui comporte cette fois-ci 3770 numéros, avec toujours des notices assez lapidaires, très succinctes, pour ces 2 états de catalogue. En revanche, son grand œuvre est publié en 1881, ce sont 10 345 notices cette fois-ci qui figurent dans ce dernier catalogue pour 11 131 œuvres portées à l'inventaire, donc un équilibre qui peut paraître imparfait, et qu'il est d'autant moins que nous avons quelques œuvres au catalogue qui n'ont jamais été inventoriées et des œuvres portées à l'inventaire qui ne sont pas cataloguées. Donc le delta est un peu supérieur à ces quelques centaines de numéros que je vous laisse envisager. Et ce catalogue-là va rentrer beaucoup plus dans le détail pour les notices. On y apprend énormément de choses. Pour le contexte des acquisitions, on peut aller beaucoup plus loin que ce qui fut fait par 2 chercheuses qu'on n'a pas citées, 2 sœurs, qui successivement, Anne Baudin pour Alexandre et Caroline Baudin, dans les années 80 et 90, ont soutenu à la Sorbonne des mémoires de maîtrise, et qui probablement étaient des descendantes. Jean-Christophe Tontat avait tracé ça, parce qu'il s'est rendu compte qu'elles ont vendu des pièces d'archives liées du Sommaire, donc il avait déduit en creux qu'elles étaient probablement des descendantes, et qu'elles avaient probablement entre les mains un certain nombre d'archives. Il s'en était un peu voulu de n'avoir pas saisi, mais très a posteriori, les ayant perdu de vue, de n'avoir pas saisi qu'elles étaient sans doute les propriétaires d'un certain nombre de pièces qui auraient été importantes pour nous. Et donc, pardon pour cette digression, mais je reviens simplement sur ce caractère précieux du catalogue, précieux donc pour les contextes d'acquisition. Je vous prends juste un exemple. Si l'on peut vraiment être relativement assis, pardon du mauvais jeu de mots, sur la reconstitution d'un regroupement des têtes en cristal de roche de Lyon et de l'Ariane en ivoire comme des éléments d'un trône, potentiellement carolingien ou mérovingien, c'est parce que Edmond nous raconte que son père l'a acheté à un soldat des armées napoléoniennes rentrant d'Allemagne, où elles avaient été découvertes dans un même contexte de tombe. Cette tradition orale se conjoint par la logique de l'utilisation de cette applique en ivoire, à qui manque son pendant, et de ces 2 têtes de lion qui sont, à n'en pas douter, des parties qui s'enclenchent toutes 2 dans un bâton, donc soit pour des accoudoirs, soit pour la partie sommitale du dossier d'un trône. Donc ces faisceaux de présomption et ce témoignage d'Edmond du Sommaire est capital pour nous, pour alimenter le fait que ces pièces ont été ensemble, et effectivement, elles sont cohérentes avec l'idée d'un trône. Vous voyez comment on travaille en creux avec énormément de silence. Et ces silences, ils se portent aussi sur la personnalité d'Edmond, paradoxalement, comme on l'a dit pour Alexandre. Et on en sait plus sur lui quand on lit attentivement les notices. On y voit d'ailleurs, ainsi ses goûts, ses inclinaisons scientifiques, et on y voit aussi peut-être certains petits traits de caractère qu'il m'a plu de relever pour vous. C'est ainsi que, découverte assez récente, en relisant dans le cadre du récollement pour la énième fois certaines occurrences sur ce mobilier disparu, j'avise que dans son chapitre sur l'ameublement civil et religieux, il a fait porter le numéro 1515 au lit de François Ier. J'en ai donc déduit qu'Edmond avait un peu d'humour, car je ne peux pas croire à une simple coïncidence. Alors, cette réédition de 1881, c'est l'édition finale, sauf que il y en a une autre en 1883. Elles sont toutes pareilles. J'aurais dû vous dire que dans l'édition de 1881, c'est là aussi qu'apparaît le texte biographique sur son père, écrit en 1843 par Prosper Mérimée, qu'il place en appendice du livre. Mais surtout, il y rajoute à la fin, il ne les intègre pas dans la logique des tapisseries, 6 pièces qui viennent d'être achetées en 1882. Et c'est pour ça qu'on parle toujours entre nous de catalogue de 1883,
Mais en fait, l'œuvre, elle date de 1881, sauf qu'il y manque les 6 notices de la tenture de la Dame à la licorne. C'est une longue histoire qui se conclut comme ça, et une histoire de famille aussi, comme je le disais, et de lien avec les amis de son père, puisque vous vous en souvenez peut-être, c'est Prosper Mérimée qui les repère en 1841, puis les échanges avec Georges Sand qui se passionne pour ces tapisseries vues à Boussac donnent une forme d'aura littéraire et poétique à l'œuvre. Et c'est seulement en 1877 que la commission des monuments historiques charge officiellement Edmond de négocier l'achat auprès de la municipalité de Boussac. Et c'est à cette occasion donc qu'il décide de faire cette réédition de 1883. Après l'achat de la Dame à la licorne et l'édition de 1883, donc en 1884, puisqu'il meurt en février 85, il achète encore un certain nombre d'œuvres. Et le numéro 11131, il achète notamment des chaussures elles lui sont données par un monsieur Schulcher, et ça complète l'extraordinaire collection de chaussures Jacques Marc qu'il avait acheté en 1880. Et le dernier numéro, j'ai regardé pour ce soir, c'est le 11131. C'est une chaîne en or achetée à un particulier demeurant à Marseille et aujourd'hui conservée à Écouen, et dont Julie doit parfaitement identifier apparemment une chaîne en or assez massive qui est sa dernière acquisition. À sa mort, donc, 11 131 entrées au cahier d'inventaire, un peu plus de 10 000 numéros dans son catalogue, pour 13 673 œuvres physiques, soit par rapport aux 1434 entrées de l'époque de son père, une multiplication par 8 du noyau initial, ce qui en 40 ans est absolument considérable. Je te repasse la parole en te signalant que nous n'avons plus que 20 minutes, à peu près 20-25 minutes. Voilà. Bien, donc l'idée est, à partir de cette, des silences autour d'Edmond du Sommerard, ça a été de se pencher sur cette stratégie d'acquisition pour essayer de comprendre un petit peu mieux les logiques et la volonté du conservateur. Alors, j'ai donc construit ce tableau, ce diagramme, en essayant de voir comment Edmond du Sommerard avait donc acquis donc ces 8000, c'est presque 10 000 œuvres au cours de sa carrière. L'idée est donc de voir un petit peu comment il travaille et comment il parvient à acquérir. Vous voyez que dans les premières années, on a relativement peu d'acquisitions. Il faut bien se représenter qu'à ces dates-là, le budget d'acquisition du musée de Cluny est de 10 000 francs, mais que ce n'est pas simplement un budget d'acquisition, c'est également un budget de travaux. Et donc dans les premières années, évidemment, on a beaucoup de travaux, puisque comme vous avez pu le voir, on a relativement peu de salles qui sont encore ouvertes, et donc les travaux continuent dans un musée partiellement ouvert. Donc on a relativement peu d'acquisitions dans les premières années. À partir des années 50, on voit que on a une hausse de régime, on a des acquisitions régulières, une bonne centaine d'acquisitions chaque année, dans lesquelles il faut voir donc non seulement des achats onéreux, mais également beaucoup de dons. Puis arrivent les années 60, alors avec de grandes irrégularités. Il faut bien se représenter que la grande difficulté, il y a bien un biais, c'est que ce sont les années d'entrée dans le registre, donc c'est pas forcément les années d'acquisition, et donc il faut lisser évidemment un petit peu tout ça. Je me permets de dire qu'en général, il est très rapide, parce que là, à partir de l'époque d'Edmond, on ne va pas se disputer devant nos amis, mais à partir de l'époque d'Edmond, on a quand même des dossiers d'acquisition. Donc on voit que il y a des exceptions, bien sûr, puis il y a même des choses, je l'ai dit, où il n'inscrit carrément pas, mais on suit à peu près un rythme quand même assez régulier. Alors, en général, tout est là-dedans. En général, mais il est parfois un peu irrégulier. On sent que de temps en temps, il lui manque du temps pour porter à l'inventaire tout ce qu'il a acquis. Donc, les années 60, par contre, sont vraiment les grandes années du musée pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le musée reçoit énormément de dons dans ces années-là, et c'est le résultat aussi de l'haussmannisation de Paris. Avec toutes les destructions, on a beaucoup de choses qui sont retrouvées en creusant des fondations ou en détruisant des bâtiments qui sont versés au musée de Cluny. Et puis par ailleurs, ce sont aussi des grandes années politiques pour Edmond du Sommerard, qui est très proche de la famille impériale, ami de la princesse Mathilde, soutenu par l'empereur dans ses projets notamment archéologiques. Et donc Edmond reçoit énormément
Et donc, en particulier, vous pouvez voir la glorieuse année 1863 qui correspond à l'année où les campanas achetés donc par Napoléon III, donc une partie des campanas, hein, puisque vous savez qu'ils ont été répartis entre plusieurs musées, mais donc l'année où ils entrent dans le registre de Cluny. Les années 70 marquent un ralentissement, donc évidemment en 70-71 on a beaucoup moins d'entrées, Paris étant assiégé 2 fois, et ensuite les incertitudes politiques du début de la Troisième République marquent également un relatif temps d'arrêt, et puis ça repart à la fin des années 70. Pour plusieurs raisons, encore de nombreux achats, des dons, aussi beaucoup de legs dans ces années qui sont intéressants parce que ça montre qu'on a aussi une concordance générationnelle. Ce sont les amis de Dussommerard qui ont porté le musée dans un premier temps, qui au moment de leur décès font un certain nombre de dons au musée. Et enfin, un fléchissement sur la toute fin de sa carrière dans les années 80, non pas parce que Edmond Dussommerard est épuisé à la fin de sa carrière, mais parce qu'il se consacre à énormément d'autres sujets, en particulier 2 grands projets qu'il porte à la fin de sa carrière, qui sont d'un côté le musée des monuments français, suite au décès d'Eugène Viollet-le-Duc, qui va vraiment être porté par Edmond Dussommerard, et également parce qu'il se consacre aux arts décoratifs, l'Union centrale des arts décoratifs, avec l'idée de faire naître donc un musée des arts décoratifs. Et donc il se concentre simplement sur quelques achats majeurs. On a parlé de la Dame à la licorne. Alors, comment Edmond Dussommerard achète-t-il je vous savais 2 camemberts parce que le problème c'est que ça dépend un petit peu de la façon dont on prend les choses. Tout d'abord, vous avez ici à votre gauche le mode d'acquisition des 11 131 premiers numéros de la collection. Donc évidemment, tout d'abord le noyau central qui est la collection d'Alexandre Dussommerard, un certain nombre d'achats qui sont essentiellement des achats auprès d'antiquaires, qui sont des achats de gré à gré, relativement peu de ventes publiques et donc des dons qui peuvent être des dons institutionnels, de personnes physiques ou au contraire des legs. J'ai choisi d'extraire en fait un certain nombre de choses de ce camembert pour affiner un petit peu la vision d'ensemble. J'ai retiré 3300 plombs qui ont été donnés, achetés, il les a achetés cher à Forget, et en 1863, ce qui aurait fait monter ta flèche tout à fait. Énormément. Donc achetés à Forget, qui viennent un petit peu fausser la donne puisqu'ils ont reçu chacun d'entre eux un numéro d'inventaire au lieu d'un numéro d'inventaire global. Et donc ça nous donne sur la droite ce camembert un petit peu différent qui permet de voir qu'on a un relatif équilibre entre ce que Edmond Dussommerard achète et ce qu'il se fait donner. Toujours une part relativement modeste des achats en vente publique, beaucoup d'achats de gré à gré, et tout de même beaucoup de dons de donations, un quart à peu près de dons de donations, ce qui montre aussi l'excellence des relations qu'il a réussi à entretenir avec des particuliers, avec des marchands, parce qu'on a aussi beaucoup de marchands qui donnent, donc c'est une logique qu'on connaît bien, on donne pour mieux vendre d'autres choses, mais en tout cas il a un véritable réseau très important de proches du musée. Alors, un tout petit détail sur les legs, parce que ça me paraissait intéressant de voir que dans les premières années, on a très peu de legs, et beaucoup de legs à la fin de la carrière d'Edmond Dussommerard, parce que c'est aussi un élément qui montre sa capacité à créer des liens, à entretenir de bonnes relations avec un certain nombre de personnes, puisque donc beaucoup de ses amis, vraisemblablement, ont couché dans leur testament le musée, d'où cette évolution. Un exemple quand même de ces legs pour montrer leur importance, le legs Constantin. Alors évidemment je n'ai pas noté le total, mais donc vous voyez qu'on a plus d'une centaine d'objets qui sont donnés par Madame Veuve Constantin en 1880, et c'est intéressant encore une fois parce que ça montre un climat d'osmose quand même intellectuel et entre Edmond Dussommerard et ses contemporains, puisqu'on retrouve un équilibre entre les catégories d'objets qui est relativement proche de celui qu'Edmond Dussommerard a construit lui-même dans sa politique d'achat, avec des objets en ivoire. Alors là, c'est plutôt le père d'ailleurs, plutôt les objets en ivoire, des figures en bronze, des émaux, de la céramique, beaucoup de céramique. Ça, c'est vraiment Edmond Dussommerard, et un certain nombre d'armes.
Donc avec un exemple d'objet en ivoire que vous avez sur votre droite, avec un feuillet de diptyque autour de 2400. Enfin, même si ça n'est pas très représentatif de sa stratégie d'achat, la question effectivement de sa place dans les ventes publiques, avec donc un exemple qui semblait intéressant, puisque c'est la vente de la Villa San Donato à Florence en 1880, une vente extrêmement prestigieuse, hein, c'est la dernière collection d'Emidov, donc vendue au 19e siècle, qui donne l'occasion d'un grand rendez-vous mondain à Florence, avec donc toute l'Europe qui se presse à Florence, enfin toute l'Europe et en particulier tout Paris, et un certain nombre de musées qui interviennent également lors de cette vente. Et c'est aussi un élément intéressant, c'est-à-dire qu'au début de la carrière d'Edmond du Sommerard, le musée de Cluny est un musée unique en Europe, mais en 1880, il y a des concurrents qui sont apparus en Europe, avec le Museum of South Kensington, aujourd'hui le Victoria and Albert Museum, évidemment Bode qui a lancé son musée à Berlin. Donc les Français ne sont plus seuls sur la place, ils sont donc quand même bien représentés avec Edmond du Sommerard et Bode de Tozzi du Louvre qui font le voyage à Florence. Edmond du Sommerard se positionne sur deux objets, et les deux objets sur lesquels il se positionne sont d'ailleurs particulièrement intéressants puisqu'on retrouve ses goûts. Vous avez à la fois donc la croix aujourd'hui attribuée à Pietro Vanini, ce qui n'était pas le cas au moment de l'achat, mais qui rappelle son goût pour l'orfèvrerie, et puis le cabinet vénitien du début du XVIe siècle, qui montre aussi son goût pour les arts décoratifs. La vente de San Donato est particulièrement intéressante puisqu'elle montre donc cette concurrence internationale désormais dans laquelle Cluny est entré. Donc on est passé du statut de musée pionnier à celui d'un acteur en concurrence. Elle est aussi intéressante parce qu'elle montre l'arrivée des Américains en masse sur le marché de l'art européen. On a beaucoup d'objets de tableaux qui sont achetés par des acheteurs américains. Et c'est assez intéressant parce que le maigre butin ramené par les musées français, ce sont les deux seules œuvres qui viennent en France pour une collection quand même très largement constituée à Paris. Et le Louvre n'a rien acheté à cette occasion, malgré la présence d'un de ses représentants. Le maigre butin ramené par les musées français entraîne de nombreuses critiques à la Chambre des députés et pousse Jules Ferry à se poser sur la question. Et c'est l'un des jalons vers la création de la réunion des musées nationaux, de façon à pouvoir mieux financer les achats des musées nationaux français. Oui, on va avancer un tout petit peu dans l'investigation des spécificités de la collection. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce qu'on a été un peu plus bavard que nous ne pensions et on ne peut pas vous ennuyer trop longtemps. Mais voici deux camemberts, à nouveau, décidément, on a été gourmand de vous en préparer, qui vous montrent l'équilibre des collections d'Alexandre à gauche et d'Edmond à droite, de sorte que nous voyons les continuités, mais aussi les nuances dans les gestes et les intérêts de chacun dans les acquisitions. L'un pour lui-même et l'autre pour un musée, ce qui crée déjà en soi une zone de différence. À nouveau, nous avons sorti les 3304 plombs et autres donc jetons et enseignes que vous connaissez bien de la collection Forget. Notre collection est encore plus grande puisque postérieurement au mandat d'Edmond, il y a un legs de la part de la veuve de Victor Gay qui nous permet d'en avoir encore plus aujourd'hui. Alors, les principaux enseignements qu'on peut en tirer, c'est d'une part, tu l'as dit tout à l'heure, que Alexandre du Sommerard a composé un noyau qui est toujours aujourd'hui pour nous exceptionnel d'acquisition en ivoire. C'est une des différences sensibles d'avec les collections constituées par son fils. Et il y a également un intérêt supérieur porté à tout ce qui relève du mobilier. Et pour le reste, c'est relativement équilibré, à ceci près que, évidemment, vous le voyez bien, la part du lion de 30% que constitue la collection de faïence pour Edmond du Sommerard. Il a de toute façon une passion pour les arts du feu, puisqu'il faudrait ajouter à cela, évidemment, le verre, mais même tout ce qui relève du métal. Il partage un intérêt assez fort pour le militarial, et l'armurerie reste un des sujets d'Edmond du Sommerard. Et c'est sur cette partie de céramique que l'on peut voir encore plus par le graphique suivant. Hop. Alors non, ce n'est pas l'évolution de la courbe de la Covid-19 ces derniers jours en Autriche, la pointe orange, c'est bien les acquisitions de céramique d'Edmond, parce qu'effectivement, vous le voyez très, très nettement avec ce graphique préparé par Paul, les acquisitions de céramique sont vraiment le grand sujet, et l'on pourrait dire la principale différence avec les collections paternelles. En effet, juste pour vous donner un petit peu le noyau d'ensemble
d'Alexandre, c'était 124 pièces de céramique médiévale et moderne, et son fils en achète des centaines, au point qu'on a 30% des 11 000 numéros. Là, je ne suis plus en état de faire les statistiques, mais là, c'est exponentiel, ce n'est pas un multiplicateur de 8, c'est beaucoup plus. J'aurais dû faire le calcul, je ne l'ai pas fait. Alors, ces premières acquisitions. Alors, le premier noyau d'Alexandre, il y a des œuvres qui sont toujours aujourd'hui considérées comme très importantes, notamment chez vous, Thierry, Guillaume, et chez toi, dans les collections dont tu t'occupes, Aurélie, le massacre des innocents, d'après la tapisserie commandée par Léon X à Raphaël. Mais cependant, ce sont bien les acquisitions d'Edmond du Sommerard qui nous valent à nos deux institutions d'être des collections de référence, mais également à de nombreuses autres institutions dépositaires. 30% de ces acquisitions, à peu près de la collection qu'il constitue, comme 30% de son catalogue. 170 pages de son catalogue de 1883, qui en compte 670 au total, avec des notices un peu scolaires, souvent assez erronées dans les attributions, mais qui montrent un vrai développement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur la possibilité de découvrir sa personnalité en creux et ses centres d'intérêt. On y remarque une forme de volonté de rangement autour de noyaux essentiels que sont ce qu'il appelle les faïences de Lindos, les faïences hispano-mauresques, mais aussi toutes les faïences françaises qui aujourd'hui sont préférentiellement dans des maisons extérieures, comme par exemple le Musée national de la céramique à Sèvres. Il constitue ses acquisitions tout au long de sa carrière. Il joue quand même de salle de vente. Tu soulignais qu'il est assez peu présent sur le marché de l'art du point de vue des ventes, mais il le fait spontanément et très régulièrement autour des ventes qui se donnent. Alors je vais vous en citer quelques-unes parce que je suis soucieuse de l'horaire, mais par exemple, il est à la vente de Christophe Baron en 1846 et il y a enrichi le musée de plusieurs dizaines d'exemplaires qui sont plutôt chez vous, à Midécouen et à Sèvres aujourd'hui. Les 2 années suivantes, il participe aux ventes de la collection d'Eugène Piot. C'est là qu'il achète sa première terre cuite métallescente, hispano-mauresque, mais aussi le Suzanne et les vieillards de Cafagiolo, qui est maintenant à Écouen. Et en 1851, il se porte acquéreur de la grande collection Signol, qui lui apporte notamment les tondis de la Tempérance et de la Foi, qui sont aujourd'hui à Écouen, mais aussi un ensemble d'hispano-mauresques conséquent. Enfin, la vente de l'Ange de 1853 est aussi pour lui un moment où il fait acte de présence. Et de fait, quand on regarde le catalogue, ce que j'avais fait avec plaisir lorsqu'on avait préparé la conférence conjointe avec Thierry en 2018, on voit qu'il achète en fait les plus belles pièces. Il a un sens de l'acquisition. Par exemple, le plat aux oranges lui arrive par ce biais-là. Tu signalais l'importance de l'arrivée de la collection Campana. C'est important aussi pour les terres cuites, parce que je crois qu'il y en a une grande centaine, toutes chez vous, à nouveau, à Midécouen. Et puis, j'ai signalé en tout début de conférence, alors que, je vous rassure, nous sommes en train de terminer, l'importance de la collection Level pour la faïence française. Je vous ai montré ce chou extraordinaire qui était une des plus belles pièces de l'exposition à table d'Anaïs Boucher. Cette collection Level, c'est donc 342 faïences françaises de toute école. Et aujourd'hui, il n'y en a plus une seule à Écouen. Il n'y en a plus une seule à Cluny, pardon. J'ai regardé, vous en avez 4-5 à Écouen, si mon tableau ne dit pas faux, peut-être un peu plus, Thierry. Et par contre, pour aller les voir, il faut aller à Sèvres, à Lille, à Clamecy, dans quelques autres lieux encore, où ces faïences qui appartiennent aux collections vraiment post-Renaissance ont été déposées successivement, comme nous vous l'avons dit en introduction. Enfin, en mai 1866, tu m'en voudrais Aurélie, je suis sûre, si je ne le mentionnais pas, il est l'acteur d'une entrée exceptionnelle pour l'art ottoman dans les collections publiques françaises, puisqu'il achète 329 pièces à un certain Auguste Salzmann, peintre, photographe, un peu aventurier, qui a parcouru l'Orient et qui a collecté, notamment sur l'île de Rhodes, des pièces de faïence qui lui dit être des faïences faites par des artistes persans pour les chevaliers de Rhodes. Et donc, un peu naïvement, Edmond ouvre son catalogue des faïences par la faïencerie de Lindos, qui sont la très belle collection d'Iznik, maintenant entièrement à Écouen. Alors j'aurais pu citer encore un peu plus tard la vente Castellani, puisqu'il s'y porte acquéreur, et il achète tout au long de sa carrière un grand nombre d'œuvres. Ici, vous avez en dernière image le résumé de ses passions, avec le beau plat aux armes des Ricci qu'il a acheté dans le cadre d'une des ventes, mais là j'ai oublié laquelle, parce que j'essaie de ne plus regarder mes notes pour accélérer pour vous. Donc c'est céramique lustrée. J'ai mis aussi en clin d'œil à ton exposition, Aurélie, je suppose qu'il y figure, mais je n'ai pas encore visité l'exposition, un rappel de son goût pour le verre,
Également, toujours chez vous à Écouen, son goût pour les textiles. Il est un fin collectionneur de textiles. Il se porte acquéreur d'un grand nombre, c'est-à-dire qu'il enrichit de toutes les possibilités d'entrée technique dans ces arts du Moyen-Âge et de la Renaissance qui le passionnent. Et enfin, en terminant un peu comme nous avons commencé avec Albert Lenoir, l'épitaphe de Nicolas Flamel, qu'il acquiert en 1845 auprès de la ville de Paris par ce canal d'archéologie qu'il anime tant et qui montre qu'il n'a pas renié les passions paternelles pour les figures historiques avec cet alchimiste et une pièce importante de l'archéologie parisienne. On pourrait placer aussi là, en guise de dernière image, le Christ et les apôtres de Saint-Jacques de l'Hôpital qui viennent de la rue de Saint-Denis à Paris, qu'il acquiert en 1852 et qui constitue une acquisition absolument majeure, celle des apôtres de la Sainte-Chapelle ne lui appartenant pas. Ça fait partie des rares œuvres absolument majeures du musée qui n'ait pas été acquise par Edmond. Il y en a d'autres, mais c'est vrai que si on vous faisait le catalogue de tout ce qu'a acheté Edmond, vous verriez à quel point nous sommes débiteurs ô combien de lui. Voici donc très rapidement brossé l'action de conservateur-collectionneur d'Edmond, qui s'inscrit, me semble-t-il, dans une forme de réversibilité fascinante avec le collectionneur-conservateur qui était son père, le tout dans le même cadre, ce qui confère à cette histoire de famille, nous semble-t-il, une dimension suffisamment exceptionnelle pour vous en avoir parlé un petit peu ce soir. Veux-tu conclure avec l'image de nos dames et la carte ? Et on a presque... Voilà. Oui, on a terminé. Hein. Simplement une petite carte pour rappeler qu'aujourd'hui, si quelqu'un voulait revoir le musée d'Edmond du Sommerard tel qu'il le quitte en 1885, il lui faudrait voyager beaucoup et visiter beaucoup d'institutions. Hein. Donc évidemment, vous avez un noyau très important au musée de Cluny, un autre noyau très important au musée d'Écouen, mais vous avez également énormément d'éléments à Saint-Germain-en-Laye, à Sèvres, et le long de la vallée de la Loire, il faudrait aller à Romans pour voir la collection de Jacques Marc de chaussures. Donc il faudrait faire vraiment un long pèlerinage et passer beaucoup de temps dans beaucoup d'institutions différentes pour retrouver le musée tel que l'abandonne Edmond du Sommerard. Et donc effectivement, pour terminer, évidemment, deux pièces majeures qui nous rappellent le goût du textile que peut avoir Edmond du Sommerard, avec une pièce qui marque le début de sa carrière, hein, avec la tenture de David et Bethsabée acquise en 1847, et au contraire, évidemment, l'autre grande tenture qui boucle sa carrière en 1882, la Dame à la licorne. Oui, en vous remerciant de votre attention. La dernière image, nous avons beaucoup hésité. On a pris nos tapisseries, mais on aurait pu, et il faut le citer si vous ne l'avez pas à l'esprit, prendre le trésor de la cathédrale de Bâle, puisque l'antépendium de Bâle, la rose d'or et le bonnet de Charles Quint et quelques autres pièces textiles sont également des actions d'acheteurs exceptionnelles d'Edmond du Sommerard pour les collections du musée de Cluny et du musée d'Écouen. Merci beaucoup de votre attention, en espérant n'avoir pas été trop long ni trop ennuyeux pour vous. Et puis à bientôt de vous revoir, à tout de suite de vous voir à Écouen, et à bientôt de vous revoir au musée de Cluny. Voilà, vous avez beaucoup évoqué les choix personnels ou on va dire, de société d'Edmond du Sommerard. Est-ce que vous avez trouvé trace d'échanges avec la commission des monuments historiques dont relève le musée de Cluny, et donc des moments où on l'aurait incité éventuellement à intervenir alors qu'il n'était pas forcément lui dans cette intention? Alors, bon, ce sont des lectures un peu anciennes, puisque c'était une conférence qui était prévue il y a 1 an et demi, donc mes souvenirs me feront un petit peu de défaut parfois. Mais effectivement, il est très actif au sein de la commission des monuments historiques. Un certain nombre... Pardon ? Oui, c'est elle qui paye, effectivement. Hein, et effectivement, c'est très intéressant parce que quand on regarde les débats, alors en fonction des années, les archives sont très inégales. Hein, donc on a ce biais qui est important. Effectivement, on vient lui proposer beaucoup de choses. On voit d'ailleurs, c'est très intéressant parce que la séance d'introduction d'Edmond du Sommerard au sein de la commission, pour le coup, on a les actes. Donc c'est très intéressant parce que on le voit qu'il arrive plein de projets, il est tout jeune. Et puis on voit le reste de la commission un peu moins enthousiaste, mais le Normand, le grand ami qui vient le soutenir. Donc oui, on lui propose un certain nombre de choses.
les membres de la commission lui proposent des choses, notamment beaucoup dans le cadre parisien. Hein. Très souvent, on vient le voir pour lui proposer des choses qu'on a retrouvées lors de la destruction d'un immeuble, lors de la destruction d'un bâtiment. Donc c'est vrai que on a souligné le poids de... On va le revoir ici. Donc, ce que j'ai nommé Pierre, mais pour vraiment faire une grande catégorie. Donc ça, c'est beaucoup des choses qui lui sont proposées par la municipalité de Paris ou dans le cadre de la commission des monuments historiques. Mais jusqu'à là, finalement, la vente de l'achat de la Dame à la licorne, hein, c'est une suggestion, ça fait partie c'est dans ce même contexte. Donc effectivement, et ça fait partie des choses, tous deux, on aimerait bien creuser un peu plus et faire une publication à partir de ce premier noyau qu'on vous a présenté ce soir, parce que ça vaut la peine en fait. Il y a encore... on a découvert, c'est grâce à ton stage qu'on s'en est parlé, qu'il y a encore des choses qui peuvent nous intéresser tous. Non, vous êtes les premiers, vous avez la primeur de ces petites réflexions, ces petits travaux en commun. Encore une fois, comme Paul était vraiment sur un dossier autour de la vente de la Villa San Donato, entre autres, hein, dans ce que tu as fait à Écouen, et que moi je finissais les travaux, il nous est venu à l'idée qu'il y avait là un petit pan un peu encore dans l'obscurité de lecture de nos collections conjointes en fait finalement. Mais bon, maintenant il faut qu'on étoffe et puis vous allez sans doute apporter aussi, je vous parle à vous parce qu'il n'y a aucun de mes collègues de Cluny qui est là, on est déjà tellement épuisés par les installations d'œuvres. Ils étaient tous à plat ce soir, mais ils m'ont tous dit qu'ils étaient très contents si c'était enregistré. Donc... Mais donc, oui, je pense qu'on aura loisir à améliorer encore les connaissances, à affiner. On espère que ça vous a intéressé pour vous, les amis des deux maisons. Ça vous permet de voir sous un autre angle un peu les collections initiales et puis de voir aussi combien on leur doit tout au sens. Moi, ce qui me fascine vraiment, c'est cette bipolarité collectionneur-conservateur qui les a animés tous deux. Et finalement, Edmond parachève ce que Alexandre avait projeté avant que de mourir. Le lieu, l'intention muséale. Alors nos archives ne sont pas complètes au musée, mais on est en train de les redépouiller avec Sophie Vassogne. On est retombé sur une lettre dont parle effectivement la sœur Baudin, mais tout le monde avait oublié, y compris Damien Bernet. On a une seule pièce de don à Alexandre, d'un certain Léopold Niepce, donc, qui est probablement de la famille de Nicéphore, et qui donne un retable de Cluny. En plus, la lettre est très cocasse parce qu'il dit que les moines n'ont rien compris, ont mis de la peinture tout au cours de l'histoire, surtout ceux du 18e qui étaient vraiment défroqués. Et il habitait rue Saint-Jacques et la première des lettres qu'on a dans les archives, il remercie immensément Alexandre pour la visite de son musée, sans guillemets. Hein. Donc on voit bien qu'Alexandre, comme tu le disais tout à l'heure, se prêtait vraiment au jeu de la visite. Et puis comme il était voisin rue Saint-Jacques, mais originaire de Cluny, il fait ce don. Et Damien Bernet était très content parce qu'il a mis dans un dossier d'œuvre d'avant Cluny 1434 une pièce d'acquisition. C'est vraiment une exception. Et il nous faut, comme je le disais tout à l'heure, nous faire confiance à ce que raconte Edmond, qui en plus il ne dit pas toujours la même chose. Par exemple, pour Ariane et les têtes de cristal, une fois c'est à côté de Cologne et l'autre fois c'est à côté de Mayence. On est sur le Rhin, on est vers Trèves. Ces œuvres viennent d'une tombe insigne d'un carolingien, je pense, d'une famille carolingienne plutôt que mérovingienne. Mais bon, donc on a tout ça entre les mains. Et puis il y en a pour les générations futures. Enfin, toi, tu es jeune, contrairement à moi, mais voilà, moi, les carottes sont cuites bientôt. D'autres questions ? On rentre ? Merci en tout cas d'être venu. C'était un vrai plaisir de vous avoir. Merci beaucoup.